Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur transformer l'ingénierie produit avec ModSim. Je suis ravie d'être votre host aujourd'hui aux côtés de Patricia Milo, qui est notre experte Simulia chez Dassault Systèmes. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la simulation numérique et elle maîtrise le calcul des structures et Abacus, qui est un des logiciels de Simulia. Donc Patricia, elle accompagne nos clients pour transformer leurs pratiques de simulation et aujourd'hui, elle va vous faire la présentation pour vous aider à aller plus loin et à explorer les nouvelles physiques et à relever les défis de la modélisation toujours plus ambitieux. Donc merci beaucoup Patricia d'être avec nous aujourd'hui. C'est bon. Parfait, merci. Donc tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur la transformation de l'ingénierie de produit grâce à ModSim. Donc effectivement, ModSim, c'est un mot qui est Dassault Systèmes. C'est en fait l'unification entre la modélisation et la simulation. Donc c'est-à-dire avoir dans un même environnement le design et la simulation. Tout cela pourquoi? Eh bien pour booster l'innovation mais aussi pour réduire les tâches qui sont inefficaces et qui sont liées à la déconnexion et au manque de collaboration entre les équipes de conception et de simulation. Donc aujourd'hui, je vais vous illustrer ce concept ModSim au travers de plusieurs choses. Donc tout d'abord, je vais introduire les challenges qui sont liés à l'industrie d'équipements industriels. Ce webinaire est avec des illustrations d'exemples sur cette industrie-là. Donc nous aborderons les défis techniques liés à ces industries et à ce secteur d'activité. Nous illustrerons ensuite, je vais vous rentrer un petit peu plus dans le détail du processus de conception et de simulation via ModSim, donc comment ça fonctionne. Enfin, nous passerons en revue différents cas d'usage proches, donc avec l'approche ModSim dans ce secteur industriel. Pour finir, je vous parlerai aussi d'automatisation et de démocratisation de la simulation grâce à ModSim et à la 3D Experience Platform. Ensuite, nous ouvrirons via le chat une session de questions-réponses. Donc, j'espère ne pas trop déborder et pouvoir vous répondre en live à vos questions concernant ce webinaire. Donc, quels sont les challenges du développement de l'ingénierie produit? Un, eh bien, on a besoin et on souhaite réduire les temps de cycle de développement. Les cycles de développement prolongés augmentent les coûts et retardent l'entrée sur le marché des produits, ce qui peut générer pour vos industries ou pour votre compagnie des pertes de revenus et de parts de marché. Si on arrive avec un produit innovant moins vite que le concurrent, eh bien, forcément, il y aura un impact sur les parts de marché. Les données du secteur indiquent qu'un retard d'un mois peut réduire les bénéfices de 3 à 5 en raison, donc, comme je vous le disais, des opportunités manquées et de l'augmentation des frais liés à ce temps de développement. Ensuite, la collaboration entre les équipes de design, de concepteurs et d'analystes simulation, eh bien, une mauvaise collaboration entre les équipes de conception et de simulation numérique entraîne bien des reprises. Donc, il faut soit refaire des designs, soit refaire des simulations, potentiellement des erreurs et des retards qui ont un impact directement sur le temps du projet, donc qui peuvent être de l'ordre de 20 à 30. Cela, eh bien, comme vous le comprendrez, eh bien, vient faire grimper les coûts de développement du produit et peut avoir aussi un impact sur la qualité de celui-ci. Ensuite, l'absence de validation par les concepteurs peut créer aussi des goulots d'étranglement, car ces derniers dépendent uniquement des spécialistes en simulation. Et donc, tant que les analystes n'ont pas rendu leur rapport de simulation, eh bien, on ne va pas pouvoir changer les designs ou de manière plus lente. Donc, cela peut augmenter les coûts de 15% du fait de ce retard d'itération sur les produits.
Et aussi, cela peut retarder la détection de problèmes ou de défauts qui auraient un impact direct sur la fiabilité du produit. Ensuite, la traçabilité de la conception et de la validation. Eh bien, dû à une fragmentation de la donnée, la complexité des exigences euh, et le coût des suivis, donc cela peut engendrer des erreurs et encore une fois des retards qui peuvent être coûteux sur un cycle de développement. Une traçabilité insuffisante complique l'établissement du lien entre les itérations de conception et les résultats de validation, ce qui peut nuire à l'efficacité du développement et à la qualité du produit final. Donc, nous allons décrire maintenant le processus actuel, donc c'est-à-dire un processus que l'on rencontre généralement dans tous les secteurs d'activité. Donc, vous avez des données qui sont probablement transférées d'un système ou d'un environnement à un autre. Donc, on a un échange de fichiers. Ces données vont être pré-traitées dans un premier temps. Donc, et ensuite, elles vont être de nouveau transférées vers des solutions de simulation. Mais cela sans aucune association et associativité par rapport au modèle, au premier modèle qui a été exporté. Ensuite, une fois que la simulation a été résolue, qu'on a une solution, eh bien, on va renvoyer les résultats aux décideurs, mais tout cela dans un processus déconnecté. Ce qui empêche, eh bien, ce qui réduit en fait et augmente les tâches à valeur non ajoutée. J'entends, il va falloir, si on fait un changement de design, eh bien, il va falloir repartir du départ, faire par exemple des featuring, le maillage, le pré-processing des simulations, ensuite la résolution et enfin réévaluer la donnée. Donc, ce que j'appelle tâche à faible valeur ajoutée, donc c'est plutôt ce qui est des featuring maillage. Et lorsqu'on est déconnecté entre la simulation et le CAD, eh bien, enfin, c'est 70% de la charge. Donc, à chaque itération, 70% de ce que vous allez effectuer est lié à cette déconnexion. Voilà. Et ensuite, on va générer un rapport automatique. Donc, dès qu'on va avoir un changement de design, il va falloir rejouer la boucle. Donc, ce qui va faire perdre du temps dans les projets et éventuellement va générer des coûts, des surcoûts sur la validation de notre concept. Donc ici, c'est le process tel qu'il est aujourd'hui. Maintenant, ce que je vais vous illustrer, c'est la manière dont, avec ModSim, on va pouvoir eh bien, transformer ces cycles de développement produit et passer de quelque chose de complètement déconnecté à quelque chose de pleinement intégré et de connecté. Donc, qu'est-ce que ModSim? Donc, ModSim est notamment la 3D Experience Platform. Donc, ModSim, vous voyez dans ce diagramme, va se situer au au cœur de celui-ci. Donc, vous voyez au centre modélisation et simulation. Donc, l'approche ModSim repose sur une intégration étroite entre cette modélisation et cette simulation, qui est au cœur, en fait, de l'ingénierie produit. Donc, l'exploration de la conception par la simulation va être réalisée grâce à une modélisation type paramétrique, mais aussi grâce au support des publications euh, qui va permettre de pouvoir générer de multiples alternatives de conception à partir d'un seul modèle de conception. On a une transition transparente entre l'environnement de design et l'environnement de calcul, puisqu'on est au sein de la 3D Experience Platform. On n'a aucun transfert de fichiers, aucune donnée n'est perdue du passage entre conception et simulation. On peut avoir différents niveaux d'échelle pour la simulation. Et enfin, la paramétrisation de la conception est très puissante puisqu'elle va pouvoir nous être utile lors notamment de l'utilisation ou de la définition de plans d'expérience. On va pouvoir démocratiser la simulation grâce à des processus et des workflows rationalisés en tirant parti justement de ce paramétrage de la simulation.
Maintenant, si on revient un petit peu plus sur le cahier des charges et la définition des exigences, eh bien, celle-ci ne fait pas pleinement partie, enfin, n'est pas complètement intégrée à Motif, mais c'est quand même quelque chose qu'on va pouvoir utiliser et qui va s'intégrer parfaitement, notamment pour la planification et justement pour vérifier que grâce à l'intégration entre conception, simulation, eh bien, on répond bien au cahier des charges et que chaque tâche est bien effectuée. En résumé, tous les aspects de la planification et de l'exécution d'un projet peuvent être suivis et gérés via la 3D Experience Platform. Elle va permettre de fédérer les différentes parties prenantes. Pas seulement les concepteurs et les simulateurs, mais aussi les décideurs, les chefs de projet, toutes les personnes qui seraient impactées pardon, dans ce projet. Nous allons maintenant détailler dans les slides suivantes les principaux avantages que l'on a avec Modsim. Donc, la transformation avec ModSim. Donc, à partir d'une même base de données, il est possible d'évaluer différents niveaux de complexité et différents domaines. Donc, par exemple, un calcul statique, un calcul de fatigue ou la sécurité, donc ici sur ma pelle mécanique. On va pouvoir avoir donc les résultats de ces différentes simulations. Ah mince, pardon, voici c'est bon. Euh, et notre conception paramétrée va nous permettre de générer rapidement des variantes et des alternatives. Tout ce qui est connexion dans nos modèles et nos contraintes sont partie prenante de notre assemblage, sont reconnues et conservées lors des modifications de conception. Lorsque l'on a une mise à jour de la géométrie, celle-ci est effectuée de manière transparente pour la simulation. C'est-à-dire que la mise à jour du modèle de conception va impacter le modèle de simulation et donc les tâches à faible valeur ajoutée telles que défeaturing et maillage ne sont plus à refaire puisqu'elles sont juste liées à notre mise à jour. Donc, ces données paramétrées et leur association aux données de simulation nous offrent la possibilité de faire une évaluation rapide de la conception et, par exemple, pouvoir faire un plan d'expérience, donc un DOI. Voilà, donc on va faire un DOI et évaluer les différents designs qui vont ressortir et bien sûr choisir le meilleur design. Comparer nos résultats. Donc, nous allons illustrer ces fonctionnalités-là au sein des cas d'usage que nous verrons un peu plus tard dans la présentation. Donc ici, nous allons voir un diagramme sur le paysage que l'on a pour la construction d'un modèle pour l'industrie d'équipements industriels. Donc sur mon axe verticale, je vais avoir l'axe de la complexité de produit, d'un composant simple à un sous-système jusqu'à un modèle complet. Sur mon axe horizontal, je vais avoir la partie physique et méthode, donc qui vont croître en fonction de leur complexité, d'une analyse linéaire jusqu'à des solutions de simulation multiphysique, couplées, etc. Donc, au niveau du composant, donc on a un composant simple et la complexité va évoluer en fonction du type de simulation que l'on a. Donc, d'une simple validation en bas à gauche de mon diagramme jusqu'à des optimisations topologiques, donc pour faire un design génératif de mon composant. Ensuite, au plus je vais monter sur mon axe vertical, eh bien, au plus je vais ajouter des pièces pour arriver jusqu'au niveau du sous-système, pour arriver jusqu'au modèle de cabine complet d'une pelle mécanique. Ou ici, vous avez un pack batterie, ou ici, vous avez tout le système de chenilles de ma pelle mécanique. Et ensuite, je vais monter en complexité donc sur mon axe vertical jusqu'à arriver jusqu'au modèle complet de ma pelle mécanique. Ensuite, lorsque je vais me déplacer sur mon axe horizontal, je vais
augmenter la complexité de mes simulations. Donc, par exemple, si on parle de simulation de type batterie, eh bien, je vais arriver jusqu'à des calculs couplés électro, chimico, structuraux. Donc, vous voyez, des calculs multiphysiques. Et ensuite, eh bien, en couplant ces analyses multiphysiques avec mon système complet, eh bien, je vais arriver à la complexité maximale. Et nous illustrons au travers de ce webinaire la partie injection plastique. Donc, nous allons voir, donc nous allons faire un lien maintenant entre le diagramme que je viens de vous montrer et les différentes applications, enfin les différents rôles que l'on a dans la 3D Experience Platform et que nous allons illustrer. Voilà, donc je retrouve encore une fois mon diagramme donc complexité produit en fonction des physiques. Donc le premier rôle de la 3D Experience Platform dont nous allons parler et que nous illustrerons, c'est la partie, c'est le rôle qui s'appelle Concept Engineering. Ce rôle-là va nous permettre de créer des modèles de design, de concept très rapidement et très efficacement. Cette application est complètement reliée à l'aspect et intégrée, s'intègre avec la simulation, ce qui va nous permettre de faire des plans d'expérience et de prendre des décisions quant aux premières phases de concept de notre produit. Donc ici, c'est la cabine d'une pelle mécanique. Ensuite, nous allons voir tout ce qui est design génératif. Donc ici, ce sont des solutions soit pour des concepteurs ou des ingénieurs calcul en fonction du type d'optimisation topologique que vous allez faire. Et ici, l'idée, c'est de créer un nouveau design guidé par la simulation. Et cette simulation, bon, pour ceux qui connaissent, c'est de l'optimisation topologique. Donc, on l'illustrera aussi au travers des futurs exemples. La troisième illustration, ça sera comment, au niveau, quand on travaille au niveau d'un composant ou d'un sous-système, comment améliorer notre produit et comment automatiser complètement le lancement de ces simulations. Et enfin, nous verrons l'analyse multiphysique dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment dans notre cas aujourd'hui, nous parlerons d'injection plastique. Et enfin, pour finir, la validation de notre pelle mécanique dans son ensemble. Donc, vous voyez qu'on va étape par étape, donc du modèle de concept en passant par un design génératif jusqu'à un calcul sur un sous-système, de la multiphysique et enfin un assemblage complexe. Voilà. Donc, comme je vous l'ai promis, nous allons passer maintenant sur les cas d'usage. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va vous parler et va vous permettre de voir effectivement ce concept mode sim, comment est-ce que tout cela fonctionne. Donc, mon exemple, donc comme vous l'avez compris et comme je vous l'ai introduit depuis le début, c'est une pelle mécanique. Et donc, au travers de différentes pièces de cette pelle mécanique, eh bien, je vais vous illustrer cinq cas d'usage. Donc ici, le premier cas d'usage, c'est le concept engineering. Donc, c'est pour faire les premiers concepts structuraux, donc de manière robuste et agile, en incluant les matériaux et toutes les fixations, donc c'est-à-dire toutes les connexions. Grâce à ModSim, eh bien, nous allons pouvoir suivre de bout en bout donc la conception, la validation et l'optimisation de ces structures conceptuelles. Et ici, nous allons voir un processus d'ingénierie complet permettant aux concepteurs de créer des structures paramétriques et de manière modulaire. Ici, on est sur du CATIA, mais sur un outil qui nous permet de faire des concepts modulaires. Donc, nous allons l'illustrer au travers de l'exemple. Ces concepts modulaires vont ensuite être maillé de manière complètement automatique, ce qui va permettre de définir et d'exécuter des scénarios de simulation et enfin de prendre des décisions donc et de éventuellement lancer un plan d'expérience. Donc ici, il s'agit donc d'une structure de cabine d'une pelle mécanique et
nous souhaiterions évaluer la sécurité en cas de renversement. Donc, pour répondre à ces exigences, nous avons une structure de protection euh, contre le renversement et elle doit être conçue ou ajoutée afin d'améliorer la sécurité de la cabine et donc de l'opérateur qui est au sein de la cabine. Voilà. Donc, si je regarde le workflow que nous allons exécuter et évaluer, donc nous allons tout d'abord concevoir, donc nous avons la structure de la cabine qui est conçue de manière modulaire. Nous allons ajouter les renforts nécessaires. Cette conception est bien sûr paramétrée, donc tous les objets de mon design sont paramétrés et je vais pouvoir proposer des alternatives de design. Ensuite, le maillage s'effectuera de manière automatique, ce qui me permettra de vérifier au travers de la simulation, donc d'abord une simulation de fréquence propre et ensuite une simulation de renversement, évaluer ce qu'il se passe, est-ce que mon design répond au cahier des charges et l'optimiser ensuite, toujours en vérifiant qu'on répond au cahier des charges, et enfin comparer les résultats et prendre une décision en comparant les différents résultats en fonction des différents designs. Donc nous allons voir l'illustration de tout ce cycle-là tout de suite. Donc tout d'abord, la première vidéo donc, qui vous illustre cette application Katia qui s'appelle Concept Structure Engineering, qui permet de faire des designs modulaires, mais aussi ces designs-là, vous le verrez, sont paramétrés. On va pouvoir ajouter des designs aussi via l'outil Generative Shape Design de Katia, donc ajouter des pièces. Et vous le voyez, de manière complètement interactive, eh bien, je peux changer de manière modulaire cette géométrie. Ensuite, nous allons voir comment je peux faire varier ces composants. Donc, vous voyez que comme c'est modulaire, je peux remplacer un composant par un autre que j'ai défini. Vous voyez, donc je change une barre structure 1 par une alternative barre structure 2. Donc, tout est complètement construit de manière modulaire et donc on va pouvoir jouer entre ces différents modules. Ensuite, je vais appliquer mes matériaux directement sur ces modules-là. Et comme cette géométrie, ces modules sont paramétrés, eh bien, vous voyez, avec des petits curseurs, eh bien, je peux changer de manière interactive et rapidement les formes de mes différents modules qui composent ma structure. Oui, alors celle-ci, on l'a déjà vue. Voilà. Donc, on a vu ici euh, que l'on pouvait... Alors, j'ai un doute sur la dernière vidéo. Hop, je vais repasser celle-ci. J'ai un doute sur le fait que on ait vu toutes les. Si, c'est celle qu'on vient de voir, c'est les différents modules. Ok, pardon. Donc, si l'on en revient à notre workflow, donc grâce à cette application de Concept Structure Engineering, j'ai pu définir une cabine basée sur des modules complètement paramétrisés et dans laquelle je peux proposer des alternatives. Maintenant, je vais passer dans le monde ici de la simulation. Donc, une fois que j'ai généré ce fameux concept, eh bien, par un clic, je vais générer un maillage qui est fait de manière complètement automatique, sur lequel je peux vérifier la qualité de maillage. Donc ici, on va parler uniquement de maillage type surfacique pour les experts en simulation qui sont avec nous aujourd'hui. Et aussi, toutes les connexions vont être définies automatiquement pour la partie simulation. Donc, le modèle ici va être prêt à avoir une définition de scénario et être simulé. Je n'ai aucune tâche de maillage ou de reconnexion à faire après cette étape-là. Donc maintenant, nous allons définir les différents aspects de la simulation. Donc vous remarquerez qu'ici, je suis dans un atelier de simulation. L'interface est toujours la même. Je suis dans un même environnement. J'ai aucun échange de fichiers. Je travaille toujours sur le même modèle. Donc ici, le jumeau virtuel
je travaille sur ce jumeau virtuel qui est identique pour tout le monde. Donc, j'ai défini un calcul de type fréquence propre sur ma cabine pour vérifier les différents modes et leurs fréquences. Sur ce même modèle, je vais pouvoir définir maintenant le modèle de simulation pour le cas du retournement de la cabine. Donc ici, je vais juste définir un autre scénario. Donc ici, en fixant l'arrière de la cabine, je vais appliquer un effort sur le haut de la cabine tel que sont faits les requis de l'expérimental que vous voyez en bas à gauche. En bas à gauche. Donc je rejoue la vidéo parce qu'elle est passée de manière assez rapide. Donc je définis les encastrements, les forces, et ensuite je vais avoir mes résultats que je vais pouvoir comparer avec l'expérimental. Donc très bien. Donc ici, j'ai vu que je pouvais faire mes simulations directement reliées à, à mon concept. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est non seulement d'avoir un produit fiable, mais d'avoir un produit optimisé. Donc, je vais lancer euh, une exploration de design. Donc, je vais mettre, bien sûr, les attendus au cahier des charges, donc les contraintes maximales, les déplacements maximums acceptés, et je vais créer différentes alternatives de design de manière automatique. Donc, vous voyez qu'ici, de manière automatique, différentes alternatives ont été générées. Et ensuite, l'idée, c'est de simuler toutes ces alternatives. Donc ici, j'ai lancé 100 simulations sur ce modèle de cabine et l'idée, c'est de trouver eh bien, le meilleur design. Alors ici, j'ai 100 résultats de calcul. Donc, bien sûr, vous imaginez que je ne vais pas comparer à la main un de ces points, chaque point correspondant à une simulation. Je vais utiliser des outils. Hop, euh, voilà, pardon. Je vais utiliser. Mince, alors, je ne sais pas pourquoi, mes slides ne changent pas. Hop, voilà, 26. Hop, voilà. Je vais utiliser des outils d'aide à la décision qui vont me permettre d'analyser de manière rapide et efficace et de comparer des designs qui seraient les optimums. Donc, ce que l'on a vu, c'est que dans le diagramme avec les points, j'avais une petite croix verte qui correspond au meilleur design, mais je vais quand même le comparer avec d'autres designs alternatifs. Donc, je vais pouvoir le comparer. Donc, et vous voyez que pour chacun des designs ici, j'ai des valeurs de paramètres géométriques qui sont différents. Une fois que j'ai choisi mon meilleur design, c'est bien, eh bien, je vais pouvoir générer cette alternative, c'est-à-dire que automatiquement, ici, il va me générer la géométrie qui correspond à mon meilleur design. Donc, c'est celle-ci. Par rapport, vous voyez, au design initial, il est un peu plus arrondi sur le module avant de la cabine et l'intégrer directement à mon jumeau numérique pardon, de ma pelle mécanique. Donc, c'est une solution intuitive d'arbitrage et de prise de décision ici qui vous est proposée sur ce plan d'expérience. Voilà, donc pour résumer ce cas d'utilisation, donc vous voyez qu'on a pu accélérer par des modèles conceptuels la boucle d'ingénierie. Et ici, nous avons fait une boucle d'ingénierie mode sim, puisque vous avez vu qu'on était complètement intégré entre la génération de la géométrie et la génération des modèles de simulation, maillage, connexion. Ensuite, la définition des scénarios et enfin, l'automatisation et la création de plans d'expérience euh, qui vont nous permettre eh bien, de prendre une décision et de trouver le meilleur concept de cette cabine. Donc, vous avez vu que ce workflow permet d'avoir une boucle fluide entre concept, simulation, validation, prise de décision. Nous allons maintenant changer un petit peu de sujet, puisqu'ici, nous allons parler de design génératif. Donc, comment concevoir et valider efficacement des solutions innovantes, donc légères, performantes et prêtes à la fabrication. Nous allons réaliser donc des études d'optimisation topologique dès les premières étapes de la conception et comparer différentes alternatives en fonction euh, de leur type, de leur mode de fabrication, mais aussi de leurs différents paramètres.
Ce qui est important, c'est que tout au long de ce processus, le mode de fabrication est pris en compte. Donc, que ce soit de la fabrication additive, du fraisage, de l'extrusion, on va pouvoir prendre en compte ces modes de fabrication. Donc, ce n'est pas lié uniquement à la fabrication additive. Voilà. Donc ici, nous allons illustrer au travers de notre exemple, donc une pièce qui se situe à ce niveau-là de ma pelle mécanique. Et donc, nous allons essayer d'avoir une pièce, ici c'est la pièce jaune que nous allons, sur laquelle nous allons travailler. Nous allons essayer d'avoir une solution d'améliorer les performances de cette pièce-là tout en réduisant son poids. Donc, dans un premier temps, pour faire cela, nous allons réaliser une esquisse simple. Donc, c'est-à-dire, nous allons définir un espace de conception. C'est-à-dire qu'on va dessiner un gros rectangle de manière grossière autour de l'endroit duquel la pièce sera positionnée. Ensuite, nous allons utiliser notre moteur d'optimisation topologique qui va enlever la matière là où elle n'est pas nécessaire, garantissant ainsi de réduire la masse tout en maximisant la rigidité et respecter vos règles de conception. Rien n'est laissé au hasard dans ce cas-là. Nous allons obtenir une géométrie qui sera lissée, organique, prête à la fabrication. Nous allons pouvoir passer un cas de validation dessus par élément fini, puisque ici, dans tout notre workflow, comme vous l'avez compris, tout sera intégré. Quel est le résultat attendu? Eh bien, une réduction de la masse des pièces jusqu'à 30% en réduisant les itérations de conception, puisqu'ici, nous allons utiliser qu'un seul, qu'un seul mode, qu'un seul workflow. Et nous aurons aussi une traçabilité complète de ce qui aura été fait dans ce cas d'usage. Donc ici, nous allons voir au travers de cette vidéo le mode de fonctionnement et comment mettre en place ce type de design génératif. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on va créer un espace de design. C'est l'espace d'encombrement maximum de ma pièce. Ensuite, je vais devoir définir des zones dans lesquelles on n'a pas le droit d'enlever la matière, ce qui va correspondre finalement aux zones de connexion de ma pièce que j'optimise avec le reste de l'assemblage. Donc, c'est ce qu'on appelle les régions fonctionnelles. Je vais ajouter évidemment le reste de l'assemblage qui prend part à ma simulation. La vidéo va un petit peu vite. Et je vais aussi définir le type de fabrication que je souhaite pour cette pièce-là. Je fais une première validation de design et ensuite vous avez le résultat de l'optimisation topologique ici, donc la pièce que j'ai obtenue, que je vais pouvoir revalider par la simulation. Voilà, donc ici, j'ai choisi un autre mode de fabrication, ce qui va me donner un nouveau résultat. L'idée, c'est de pouvoir comparer les différents résultats en fonction du mode de fabrication ou des différents paramètres que vous avez mis. Ensuite, je peux faire une reconstruction géométrique de cette pièce-là. Et vous voyez, je vais pouvoir l'intégrer ensuite dans ma pelle mécanique. Donc, sur cette pièce ici, mon design initial était à 475 kg. Et les deux résultats d'optimisation topologique que j'ai retenus sont la fabrication par milling. Donc là, je suis à 420 kg. Et enfin, si cette pièce, je peux ou je souhaite la fabriquer en fabrication additive, eh bien, vous voyez que j'ai gagné encore plus de masse. Et là, je suis à une pièce de masse totale 350 kg versus 475 kg au départ. Nous allons passer maintenant aux performances en structure, donc des composants et des sous-assemblages, des sous-systèmes. Donc ici, nous allons voir l'intégration avec la 3D Experience Platform et ModSim de Katia V5. Donc nous allons nous avons une conception paramétrée qui a été créée avec Katia
V5. Et ici, nous allons travailler sur la petite bielle ici de connexion sur le bras de ma pelle mécanique. Donc, les données vont être importées dans la 3D Experience Platform et le modèle va être préparé pour la simulation qui va suivre. Donc, nous allons lancer une simulation, nous allons avoir des résultats. Ces résultats, malheureusement, ne sont pas conformes aux indications de mon cahier des charges. Donc, je vais devoir changer la géométrie qui est paramétrée, la mettre à jour. Donc, pour cela, je n'aurai pas besoin de faire les modifications directement dans CATIA V5, puisque vous allez le voir, nous avons une associativité bidirectionnelle entre CATIA V5 et 3D Experience Platform. Et par mise à jour, eh bien, je vais pouvoir changer le design et vérifier, toujours vérifier par la simulation que je réponds bien au cahier des charges. Et ensuite, reporter les modifications dans CATIA V5. Alors, vous le verrez donc par l'exemple suivant, ça marche de la même manière avec SolidWorks. Alors, tout d'abord, comment connecter mon CATIA V5 à ma 3D Experience Platform? Je vais lancer CATIA V5 via un dashboard 3D Experience Platform. Donc ici, je suis dans mon environnement CATIA V5 qui est connecté à l'environnement 3D Experience Platform. Donc ici, je vais afficher la bielle sur laquelle je travaille et je vais l'ouvrir dans 3D Experience Platform, enfin la sauver dans 3D Experience Platform. Donc ici, une fois cette opération faite, eh bien, je vais pouvoir ouvrir cette bielle dans 3D Experience Platform. La base de données a été alimentée et donc nous allons pouvoir retrouver notre pièce qui était dans CATIA V5. Et vous voyez que celle-ci est bien paramétrée. Ce qui est important de voir, c'est que je n'ai pas le droit de modifier directement la géométrie euh, que j'ai ouverte dans 3D Experience Platform, qui est une géométrie CATIA V5. Pour pouvoir la modifier, je vais devoir créer des engineering knowledge qui vont récupérer les paramètres que j'avais dans ma géométrie. Voilà. Et ce sur quoi je vais travailler, ce sont ces paramètres, ces knowledge que j'ai définis. Donc, je vais ouvrir donc mon atelier de simulation. Je vais appliquer un matériau, générer un maillage. Voilà. Donc ici, pour une vérification de conception, je vais faire du tétraèdre. Je vais pouvoir, alors important, je vais créer des publications si elles n'ont pas été créées. Donc ici, je recrée des publications. Alors, les publications, c'est vraiment la clé pour pouvoir faire du mode sim de manière robuste, puisque ces publications, eh bien, vont rester quels que soient les changements de design que je vais faire. Donc, c'est vraiment la robustesse. Les publications, c'est vraiment la base. Donc ici, j'ai défini mes publications et je vais définir tout mes objets ensuite sur ces publications. Ici, je définis ce qu'on appelle des couplings. Donc, ce sont des petits spiders type rigide sur lesquels je vais pouvoir appliquer tout ce qui est conditions limites et chargement. Donc, toute cette partie-là se définit dans la partie modèle. Ensuite, je vais définir le scénario de ma simulation. Donc, ici, je vais faire une analyse structurelle. Donc, un cas de charge, un cas classique, donc un cas statique non linéaire. Et je vais paramétrer aussi les efforts que je vais pouvoir appliquer. Pourquoi je vais mettre ces efforts en tant que paramètres? Eh bien, ça me permettra de les intégrer si je veux faire un plan d'expérience sur cette bielle. Donc ici, je paramètre ma force X et ma force Y, donc avec une valeur, une valeur. Et ensuite, donc, je vais les définir. Donc ici, je commence par définir mes conditions limites, donc un encastrement. Et ensuite, je vais pouvoir définir mes efforts via ces paramètres que j'ai définis. Voilà, donc je vais chercher donc l'endroit d'application et ensuite, je vais définir les paramètres que j'ai définis sur ces efforts-là, donc en X et en Y. Donc ici, tout est paramétré dans ce modèle-là, à la fois la simulation, mais aussi, vous le savez, euh,
la géométrie. Donc j'ai mes résultats de ma simulation et malheureusement, les contraintes sont beaucoup trop importantes dans la zone ici. Eh bien, dans ce cas-là, que vais-je faire? Eh bien, je vais proposer une alternative. Donc, pour proposer cette alternative, eh bien, je vais modifier. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je vais proposer une alternative. OK. Et donc, je vais modifier la géométrie de ce modèle. Donc, pour modifier cette géométrie de ce modèle, eh bien, je vais me baser sur les paramètres. Donc, les paramètres que j'ai dans le knowledge. Donc, ici, je fais des petites mesures de code donc pour vous montrer. Donc, ici, j'ai 28 millimètres. Et donc, je vais changer maintenant différents paramètres de mon arbre. Ici, la hauteur, donc je vais passer à 95. Et ici, l'épaisseur que je passe à 40 millimètres. Voilà, donc différentes choses. Ensuite, je fais une mise à jour. Donc, cette mise à jour, vous voyez donc que ma pièce a bien été modifiée puisque je suis passée de 28 à 38, donc en épaisseur. Comme j'ai fait une mise à jour, eh bien, la partie maillage s'est automatiquement mise à jour et je n'ai rien besoin de faire d'autre que de lancer la simulation. Donc là, je lance la simulation avec le nouveau design. J'ai des résultats qui sont beaucoup plus cohérents puisque ici, je n'ai plus de parties qui dépassent, enfin qui sont à 670 mégapascales. Vous voyez qu'ici, je suis beaucoup plus faible en termes de contraintes dans la zone critique que j'avais précédemment. Maintenant, eh bien, que j'ai trouvé le bon jeu de paramètres, eh bien, comment le reporter, vu que je ne pouvais pas modifier la géométrie, je n'ai pas besoin de modifier la géométrie dans CATIA V5. Les paramètres de knowledge que j'ai définis vont être lorsque je vais réouvrir mon modèle et que je vais l'exporter vers CATIA V5, enfin l'exporter, le transférer vers CATIA V5, eh bien, les derniers paramètres que j'ai validés pour mon concept eh bien, vont être mis à jour dans CATIA V5. Et à ce moment-là, quand je réouvrirai dans 3D Experience Platform, vous avez vu que les paramètres de la géométrie originelle ont été modifiés. Voilà. Maintenant, nous allons illustrer donc encore ModSim par l'évaluation d'un composant en matière plastique en prenant en compte le processus de fabrication. Donc ici, dans ce workflow-là, le design vient et est dans SolidWorks. Donc de la même manière que précédemment, nous pouvons tirer parti de la connexion entre SolidWorks et les outils de simulation dans 3D Experience Platform. Donc, dans ce cas-là, nous allons réaliser un calcul multiphysique, puisque ici, nous travaillons sur un composant en plastique qui est un dossier, le dossier du siège de l'opérateur, qui est en plastique. Et donc, on doit vérifier que en cas de retournement, eh bien, il ne se casse pas. Donc ici, le design est généré dans SolidWorks et échangé et chargé dans la plateforme 3D Experience Platform. Voilà, donc ici, la géométrie vient de SolidWorks. Donc, nous allons faire un calcul d'injection plastique dans 3D Experience Platform. Nous ferons une évaluation de calcul de structure, donc en sortie de notre calcul d'injection plastique, puisque l'orientation des fibres qui nous est donnée par cette simulation-là est importante pour le calcul de structure. Et ensuite, on verra si on a un changement de design à faire. Donc, je vous tease un petit peu. Bien sûr, il faudra faire un changement de design et ajouter des renforts sur ce dosseret de siège qui n'est pas assez rigide dans cette configuration de départ. Et ensuite, donc, nous renverrons la géométrie vers SolidWorks. Donc, nous allons lancer le processus ici de ce dossier de siège. Donc voilà le design qui est dans SolidWorks. Donc il est constitué d'un revêtement plastique. Euh, donc je vais lancer directement via SolidWorks l'outil de calcul d'injection plastique. Euh, je vais définir d'abord ses propriétés de ce plastique, donc de ce revêtement plastique, définir les points d'injection, donc les différents points d'injection donc pour notre calcul
ici d'injection plastique. Donc, nous allons pouvoir lancer la simulation donc, sur le cloud ou en local, comme vous le souhaitez, et avoir le résultat donc, de l'injection. Donc, nous pouvons voir tout le déroulé de l'injection et ensuite avoir un calcul de gauchissement de cette pièce, voir si le gauchissement n'est pas trop important. En résultat de ce calcul, donc, ce qui va nous intéresser aussi pour la validation de cette pièce-là, c'est d'avoir l'orientation des fibres. Donc, une fois que j'ai ce résultat de simulation d'injection plastique, eh bien, je vais pouvoir le réutiliser pour le calcul de validation pour mon analyse structurelle. Et donc, je vais aller récupérer le résultat qui est l'orientation des fibres qui sera pris en compte comme dans la partie matériaux de mon calcul de structure. Donc ici, vous avez le résultat de calcul de structure. Donc c'est un petit calcul d'impact pour vérifier ce qu'il en est. Bon, il s'avère que notre dossier de siège n'est pas assez rigide. Donc on va redéfinir des renforts et renvoyer cette simulation vers notre injection plastique. Donc, on va juste remplacer la pièce initiale par cette pièce-là, relancer la simulation d'injection plastique afin de vérifier qu'avec plus de renfort, eh bien, le gauchissement, comment se comporte la pièce, notamment sur le gauchissement. Donc là, on voit qu'avec plus de renfort, le gauchissement de la pièce est réduit. Donc, on passe de 5,27 à 4,5 minimum. Et de la même manière, dans le calcul d'impact sur le calcul de structure, eh bien, on va aussi réduire les contraintes. Donc ici, vous voyez, vous avez une intégration entre vos outils de CAD, que ce soit ici SolidWorks, et les outils dans la 3D Experience Platform de simulation. Voilà. Et enfin, ici, on va aller de manière un petit peu plus rapide au travers de différents types de calculs. Donc, ici, on est sur un exemple de validation complet de notre pelle mécanique. Donc, en haut à gauche, vous avez un cadre d'analyse structurelle de la pelle mécanique dans son ensemble. Ici, à droite, vous avez une analyse de type dynamique. En bas à gauche, un calcul d'impact. Et enfin, en bas à droite, vous avez une simulation de type 0D12 sur notre pelle mécanique. Donc, vous voyez que quel que soit le niveau, que l'on soit sur un composant ou sur un système complet, on est capable de lancer différents types d'analyses. Mais continuons avec la dernière partie, donc, qui est l'automatisation et la démocratisation de la simulation. Comme nous l'avons déjà évoqué, nous cherchons à accélérer le développement d'un produit. Et grâce à l'associativité que vous apporte Motim, eh bien, c'est un atout pour faire cela. Donc, nous l'avons vu, donc nous avons utilisé une modélisation paramétrique. Et donc, nous permettons aux ingénieurs d'automatiser l'évaluation des jumeaux numériques. Donc, différentes méthodes pour démocratiser et automatiser les différentes simulations. Donc, tout d'abord, nous allons parler alors difficile à traduire le mot, donc de ce que l'on appelle les engineering templates de la 3D Experience Platform, qui vont vous permettre de définir un modèle basé sur des publications. Et ensuite, donc, si vous travaillez toujours sur le même type de pièce, et bien, juste en remplaçant les pièces, toutes vos simulations futures seront déjà prédéfinies. Ensuite, nous avons l'automatisation des process, donc avec l'outil Process Composer qui permet aux analyses d'intégrer facilement différents outils de simulation ou sources de données, tout en offrant aux responsables d'ingénierie la visibilité nécessaire pour orchestrer des processus multidisciplinaires et ainsi accélérer le développement des produits. Et enfin, nous avons les outils Process Experience Studio et Performance Study qui permettent aux analystes de personnaliser des interfaces web intuitives afin de permettre au plus grand nombre d'exécuter et d'analyser des simulations. Les responsables d'ingénierie peuvent aussi avoir un accès simplifié, ce qui va leur permettre la prise de décision rapide. Alors,
les engineering templates. Eh bien, nous allons bâtir un modèle de simulation basé sur des publications. Et donc, dès que l'on aura une nouvelle variante, eh bien, on va pouvoir réutiliser le template, le modèle d'origine, et par simple mise à jour, eh bien, la simulation sera définie et on n'aura plus qu'à la lancer. Donc, ce qui permet de gagner du temps, puisqu'on n'a pas besoin de redéfinir les simulations à chaque fois que l'on va avoir un nouveau modèle. Ensuite, concernant l'automatisation et la démocratisation. Eh bien, dès lors que l'on va avoir un process de défini, eh bien, on va pouvoir définir donc un widget de type web, donc sur une pièce, donc sur un variant. Donc ici, vous voyez que j'ai différents cas de chargement que je peux directement changer dans cette page web, ainsi que différents paramètres. Le modèle en question, je l'ai mis dans ma fenêtre graphique pour le visualiser. Et donc, uniquement via cette interface web, eh bien, je vais pouvoir lancer l'instanciation du modèle et donc ensuite lancer. Donc là, je change l'effort et je vais lancer directement la simulation sans jamais ouvrir l'application et définir un scénario. Tout cela est fait de manière automatique en tâche de fond. Et ici, l'utilisateur n'a accès qu'à une page web. Et donc, dans cette page web, on peut non seulement modifier les cas de chargement, mais aussi vérifier et visualiser les résultats de la simulation. Euh, donc, pour résumer et pour garder quelques minutes pour les questions-réponses, donc voici comment ModSim peut répondre aux défis que l'on a évoqués précédemment en introduction. Donc, nous pouvons accélérer le développement du produit. Ici, on a une plateforme unifiée et des simulations qui permettent de rationaliser le prototypage. Donc, on a comment dire, pas des commentaires, des témoignages, pardon, des témoignages d'utilisateurs. Par exemple, Honda fait état d'une réduction de 30% de ses cycles de prototypage. Concernant la collaboration, eh bien ici, on a un modèle de données unique, intégré, qui favorise une collaboration fluide entre les équipes de conception et les équipes de simulation numérique, qui permettent de minimiser les erreurs tout en stimulant l'innovation. Donc, on l'a vu notamment grâce euh, au design génératif. Ensuite, on va pouvoir aussi avoir des concepteurs qui sont plus autonomes, puisque comme on a des outils intuitifs, on a la possibilité d'utiliser de l'automatisation des processus standards et donc, de ce fait, pouvoir réaliser des validations précoces, permettant eh bien, la précision de la conception, mais aussi en libérant des ressources spécialisées de simulation et réduire les itérations entre concepteurs et simulateurs, puisque les concepteurs vont pouvoir eux-mêmes réaliser du prédimensionnement. Ensuite, la traçabilité. Donc, comme vous l'avez vu, l'environnement de données est unifié sur la 3D Experience Platform, donc ce qui vous permet de garantir une traçabilité sans faille, reliant la conception, la validation au cahier des charges. Donc, ça vous permet d'avoir une conformité accrue, de réduire les erreurs et d'avoir un développement produit plus rapide et de plus haute qualité. Donc, ModSim, pour résumer, unifie les données de conception et de simulation en vous assurant une traçabilité et une conformité aux normes réglementaires. Voilà. Donc, en conclusion, donc, sur nos différents graphiques, donc sur notre graphique ici où se situe ModSim. Donc, grâce à ModSim, eh bien, on va améliorer et
avoir une meilleure précision sur les données pour la simulation. On est complètement associatif entre le modèle, le concept, le modèle, donc le maillage et la simulation, ce qui va nous permettre de faire des évaluations rapides de la géométrie, donc à chaque instant du développement du cycle produit, améliorer et accélérer l'analyse des process au travers des templates et de l'automatisation et démocratiser la simulation dès les premières phases de concept et permettre ce que l'on appelle le left shifting. Donc, le left shifting, donc c'est-à-dire la simulation va intervenir dès les premières phases conceptuelles d'un cycle de développement produit. Eh bien, merci à tous. Donc, effectivement, on vous envoie le lien du replay après cette diffusion. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire. Merci à tous et merci Patricia pour cette super présentation. Merci à tous pour votre attention. Au revoir. À très vite. Au revoir.